On s'était promis de se donner rendez-vous fin juillet, début août pour parler de l'actualité du mois de juillet. Ben voilà, nous voilà, les technos sont en retour avec le 176e épisode. Et pour ce 176e épisode, on a 3 chroniqueurs pour le prix de 2, j'ai envie de dire. On a de ce côté-ci Bruno. Bonjour Bruno, j'espère que ça se passe bien. L'été est chaud, hein, comme partout, évidemment. Chaud. On va pas en faire des louches non plus, mais voilà. On a de ce côté-ci Xavier. Salut Xavier. Et puis de ce côté-là, alors ces deux-là sont plutôt très très au chaud, j'ai envie de dire. Hein. Marc également, puisque ils se sont installés dans la soupente. Et que donc, dès qu'il fait un petit peu chaud l'été, du coup, c'est un petit peu moins confortable, hein, on va dire ça comme ça. Donc, ne vous étonnez pas si vous entendez des bruits de ventilateurs, de climatisation, d'oiseaux aussi, pourquoi pas, ou d'avions. Hein, ça, ce sont les départs en vacances. Certains qui ont très l'habitude de nous écouter, de nous regarder, auront peut-être noté quelques petites différences en qualité d'image, qualité de son. Il y a des choses qui sont un petit peu meilleures, peut-être des choses un petit peu moins bien. On va essayer de régler tout ça pour la rentrée prochaine. On a un petit peu changé le setup général de l'installation des technos, et j'aurai probablement l'occasion de vous en reparler, peut-être dans un hors-série, pourquoi pas, pour expliquer un petit peu quelle est la nouvelle démarche technologique des technos. Alors, pour ce qui est de notre courrier des auditeurs, moi, j'ai pas noté grand-chose. Je pense que tout le monde est un petit peu en vadrouille, en vacances. Je sais pas si Xavier, Bruno ou Marc ont noté des choses. Oui. On avait reçu un petit message de Didier qui avait répondu à un de tes posts sur Twitter où tu demandais ce qu'était un certain objet que tu avais pris en photo, qui était en fait un scanner à main. Tout à fait. Donc, il nous a posté gentiment aussi un appareil aussi de la même époque pour sa part, et au passage, il nous transmettait les bonnes vacances à toute l'équipe. Et donc, comme moi, je pars en vacances ce week-end, je lui retourne l'appareil. Bonnes vacances à toi, Didier. Effectivement, je m'étais amusé, je m'amuse de temps en temps comme ça dans le petit musée technologique des technos, mais tout petit, un musée. Il y a 2-3 petits trucs comme ça, et je m'amuse à les partager sur le compte Twitter des technos. Donc n'hésitez pas, vous aussi, à partager avec nous peut-être des objets technologiques complètement désuets aujourd'hui, qui ont perdu tout intérêt peut-être, mais qui à une époque étaient vraiment des trucs. J'avais partagé la photo d'un mini-disque également, si vous en rappelez, des objets qui sont devenus complètement désuets, mais qui à un moment donné était à la pointe de la technologie. Je pense qu'on a tout ça dans nos tiroirs, si en tout cas on est un petit peu conservateur ou collectionneur. On a tous des bidules comme ça qui traînent dans nos tiroirs. Je pense que c'est le cas chez Marc aussi, si je dis pas de bêtises, non? Toi, tu dois avoir des trucs qui traînent. J'ai des trucs qui traînent, mais je vais te dire que j'ai même pas idée de ce qui traîne, parce que franchement, parfois je le retrouve comme ça, j'exhume. Voilà. Sinon, pour le courrier des auditeurs, moi je voulais juste vous rappeler qu'à partir de la rentrée, moi, je quitte les technos, puisque j'abandonne l'aventure, puisque je vais m'installer quelque part au Pérou, élever des lamas, vu que j'ai eu la révélation que je ne suis pas du tout fait pour la technologie. Merci à celui qui m'a permis de me réaliser. Oui, ça fait partie du courrier des auditeurs aussi, ça, de temps en temps, il faut bien le reconnaître. Des gens qui débarquent un petit peu et qui nous disent il faut faire un autre métier, monsieur, il ne faut plus parler technologie, là, c'est terminé. Et donc, nous, ça nous amuse beaucoup parce que finalement, c'est quelqu'un qui n'a probablement pas bien écouté ou qui était mal luné, qui a fait la démarche d'écrire, qui a pris, qui a cliqué pour envoyer un message, etc. Donc, ça se respecte. Mais de notre côté, on ne va pas faire du tout ce qu'il nous a proposé. Donc, pourtant, c'est mignon à la main, non? C'est chouette à la main. Ce qui est chouette aussi, c'est ces objets. On en parlait justement il n'y a pas longtemps, parce que Sébastien a publié un commentaire à un de ses propres hors-série consacré à Mother. Et je vois justement que j'ai en face de moi Bruno qui avait un Mother qui est maman, quoi. C'était cet objet qui était supposé nous aider dans nos tâches quotidiennes, c'est ça? Oui, c'est vrai. Oui, il y avait une série de capteurs qui permettaient en fait de leur donner une fonction. Ouais. Et effectivement, quand tu es dépendant d'une technologie d'un jour à l'autre, la technologie ne marche plus parce qu'ils ont fermé boutique, et ça sert à rien du tout.
Donc ça va à la poubelle. Ça fait pas poupée russe. Ça fait non, en plus on peut rien faire avec. Oui, c'est ça. Mais c'est essayé, on peut rien faire avec. C'est bien disons de que dire. De loin sur la miniature, moi ça faisait un peu poire à lavement, mais j'ai pas osé le dire. Voilà. C'est une poire à lavement connectée. Oui. Ceci étant ça dit, doit exister. Si à un moment donné, il y a moyen d'avoir accès au code du bidule, peut-être qu'il y a moyen de le recycler, non? Il n'y a pas moyen de faire ce genre de choses, d'essayer de recycler il faut avoir un serveur, etc. Oui, il faut avoir tout le code source. Ouais. Il faut avoir le code source, donc peut-être qu'en négociant avec les anciens de la boîte, il y a peut-être moyen d'avoir des informations pour en refaire un objet, juste une lampe qui clignote, hein, je veux dire. Ce sera déjà pas mal. À mon avis, c'est pas du code source, hein, parce que tu vas devoir avoir les accès aussi pour modifier le code, donc il faut aller plus loin que juste le code source. Et puis les serveurs, parce que je suppose que derrière, il y avait aussi beaucoup de choses qui étaient déportées. Donc, j'en ai une série d'objets connectés comme ça qui ont perdu leur fonctionnalité. Hein. Ça peut arriver. Bon, si vous le voulez bien, on va, parce qu'on a quand même du pain sur la planche. Hein. Il me semble qu'il y a eu pas mal de choses dans l'actualité de ce mois de juillet, des choses intéressantes, des choses moins intéressantes. On imagine que vous avez gardé que ce qui vous intéressait, vous, c'est le principe chez les technos. C'est notre revue de presse technologique, ici du mois, d'habitude c'est hebdomadaire, et c'est notre façon de voir la technologie, n'en déplaise à certains. On commence par la lettre A, si vous le voulez bien. Mes petits camarades. Alors, je cherche mes boutons, parce que j'ai changé de panneau de contrôle, et donc je cherche encore mes boutons. A comme autonome. C'était original, j'ai vu ça aussi. C'est un véhicule autonome qui informe, me semble-t-il, les gens de ce qu'il va faire, si je dis pas de bêtises. C'est qui nous parle de ça? C'est moi. C'est toi, Bruno. Ok. Oui, tout à fait. Oui, donc c'est une société qui s'appelle Drive AI qui ont lancé des prototypes donc de véhicules autonomes, mais pour pallier un peu à tous les problèmes qu'on a de communication entre l'être humain et ces véhicules-là, donc va avec une série d'écrans qui sont situés sur les côtés et sur l'avant du véhicule, donner ses intentions, en gros communiquer un petit peu avec la personne, et c'est un système évolutif. Donc par exemple, le véhicule va s'arrêter à un passage pour piétons, il va dire j'attends que vous passiez, pour bien informer qu'il ne va pas commencer à rouler quand les personnes vont passer le passage pour piétons. Quoi. Ouais. Mais il ne parle pas, ce sont des panneaux, des panneaux lumineux, si je ne dis pas de bêtises. C'est des écrans, et il y a aussi un système de son, donc les deux. Ils vont combiner les deux, oui, pour les non-voyants aussi. Oui, ce serait quand même complètement ballot de ne pas en tenir compte, c'est vrai. Tout à fait. Donc, ils ont utilisé des véhicules électriques pour ça. C'est des prototypes bourrés de capteurs sur le toit, mais c'est des Nissan NV200 électriques. Donc, c'est des minivans, en fait, de mini-camionnettes électriques qui sont peints d'une couleur pétante aussi pour que les gens ne puissent pas les rater. Donc, c'est des prototypes, mais bon, ils testent un peu cette méthode pour voir si, grâce à cette communication, on va dire, les gens peuvent accepter ces véhicules autonomes d'une meilleure manière. Moi, je trouve pas ça complètement idiot, dans le sens où il va falloir, à un moment donné, évangéliser le public, comme on dit, et faire des propositions et essayer de rassurer aussi le public, parce que c'est vrai que pour le moindre accrochage, directement, tout le monde monte un petit peu au créneau. Et donc là, du coup, c'est l'occasion de rassurer peut-être un petit peu tout le monde. Je voyais Marc qui souriait, qui rigolait. Pourquoi Non, je remercie Xavier de m'avoir fait remarquer un truc, c'est qu'on voit mon écran derrière moi, et il me faisait fort à propos remarquer que je ne sais pas s'il a souvent l'occasion de faire des conference calls avec des gens dont c'est la pratique, mais non, Xavier, j'ai pas l'habitude de mettre Pornhub en full screen pendant qu'on fait notre podcast. Donc voilà, mais c'est bien de l'avoir remarqué, Xavier. Ceci étant dit, ce sont des paramètres sur lesquels on ne fait pas toujours attention systématiquement. Et donc, j'ai des chats, ceci dit. Voilà. Oui, voilà. Bon, ça... Est-ce qu'on en a fini avec le véhicule qui parle aux gens? Je ne sais pas si d'autres petits camarades, Xavier ou Marc, avaient envie de réagir à ça. Donc ces véhicules qui communiquent sur leurs intentions, c'est plutôt une bonne idée, une moins bonne idée? Je pense que c'est pas mal, parce qu'on a parlé des véhicules qui ne faisaient pas assez de bruit au point que certains fabricants inventent des bruits pour les véhicules. On avait parlé aussi du cow-boy qu'on aimerait bien faire entendre. Le vélo, oui.
donc voilà, c'est une bonne idée. Si ça peut augmenter la sécurité. Oui, rassurer, comme je le disais, rassurer le grand public, quoi, sur les. C'est une très bonne idée, mais probablement qu'elle tombera. Enfin, elle tombera à l'eau. Non, surtout pas. C'est pas ce que je voulais dire. C'est une très bonne idée, mais qui devra peut-être être adaptée. Et ça, on s'en rendra probablement compte le jour où un des véhicules avec ces gros panneaux qui annoncent bien ce qu'il est en train de faire écrasera quelqu'un qui avait le nez dans son smartphone. Ça aussi. Mais il parle, hein, comme disait Bruno, il y a du son aussi. Donc voilà. Après, je sais pas ce qu'il faut faire pour attirer l'attention. Oui, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour attirer l'attention de ceux qui vont effectivement et envoyer un message. Peut-être, pourquoi pas. Mais c'est on en parle de plus en plus. Effectivement, dans les voitures autonomes, cette idée de faire communiquer les voitures entre elles pour pouvoir justement, comme ça, gérer la circulation, les flux de véhicules, etc. Alors pourquoi pas aussi communiquer avec d'autres devices comme un téléphone portable ou autre pour dire attention. Il y a des technos qui sont dans ce sens-là. Hein. Réellement, on a parlé de ça à un moment et des dérives que ça pourrait avoir, c'est via une évolution du Bluetooth, de pouvoir envoyer des messages ou imposer des messages à d'autres devices Bluetooth. Et on imaginait que c'était seulement dans un rayon très court. Donc, typiquement, l'utilisation, c'est quand tu te balades dans une galerie commerçante, chaque magasin peut envoyer la pub contextuelle propre à son magasin. Mais bon. Est-ce qu'on a envie de ça? Je ne sais pas. Il y avait une idée comme ça aussi sur je ne sais pas si c'était Bluetooth ou Wi-Fi ou des SMS, je ne sais plus, pour justement quand tu passais dans un magasin, quand tu t'approchais d'un rayon, tu recevais directement sur ton smartphone ou sur ta tablette des informations sur les produits que tu avais en face de toi. Je pense que ça s'est jamais vraiment développé, ça se saurait. Ça s'est développé, mais ça s'est développé sur un écosystème bien précis. C'était la technologie iBeacon de Apple. Ah, c'est ça. Qui était Bluetooth, Low Range, Low Latency, effectivement, et ça permettait de faire ce genre de truc. Maintenant, de mémoire, c'est resté principalement localisé aux États-Unis. Ça n'a pas encore traversé l'Atlantique. Et je ne me suis plus vraiment intéressé à la chose, donc je ne pourrais pas vous dire si le truc a décollé ou pas. Dans le même ordre d'idées, mais là, à mon avis, on s'éloigne quand même beaucoup des véhicules autonomes, etc. C'est le Li-Fi, ou le Li-Fi avec la lumière. Donc, pouvoir recevoir des informations par simplement de la lumière qui a une certaine fréquence et qui envoie des informations sur un device. Mais là, pour le coup, prévu pour ce genre d'usage. On voit ça dans les musées, paraît-il. Maintenant, on commence à utiliser ça dans certains musées où, quand on se balade, on passe d'une œuvre à l'autre. Et donc, chaque fois qu'on passe en dessous d'une lumière spécifique, ça envoie des informations sur une tablette ou sur un appareil quelconque. Voilà. D'où la recrudescence des crises d'épilepsie dans les musées. Par exemple. Aussi. On peut peut-être passer à la lettre B si ça ne vous fait rien. B comme Blue Microphone. Alors ça, c'est un sujet qui intéresse particulièrement les podcasteurs. Nous aussi, mais moins peut-être, quoique, vous êtes quand même quelques-uns parmi les chroniqueurs à utiliser le Yeti, ce micro un petit peu emblématique. Je vais vous montrer. Je cherche le bouton, excusez-moi, mais j'ai du mal encore un peu. C'est le gros micro que vous voyez chez Xavier, par exemple. On en voit un bout de temps en temps dépasser aussi chez Bruno. On en voit un autre bout dépasser chez Marc. Et j'espère que personne ne va prendre l'écoute juste au moment où je dis... On voit des bouts justement que tu as intérêt à découper proprement les vidéos. Et parce que là, franchement, on va virer YouTube. Voilà, on est censuré, c'est fini. Voilà, donc mes chroniqueurs ont des bouts... de microphone Blue. Donc Blue microphone, voilà, il y a des qualités, il y a des bonnes idées, il y en a des moins bonnes dans la marque en tout cas. La marque a été vendue. Qui nous parle de ça? C'est Bruno aussi, je pense. Hein. C'est moi, c'est toujours moi. Oui, c'est Logitech qui a racheté Blue Microphone, donc pour une hauteur de 117 millions de dollars cash. Donc pas en échange d'actions, mais en cash. Donc ils vont apparemment garder la marque. Mais l'équipe va intégrer l'équipe de Logitech pour un peu compléter aussi donc toute leur gamme orientée podcast, donc créateurs. Donc ils ont une bonne gamme déjà avec ce qui est caméra, tous les claviers, les souris, donc ça on connaît. Maintenant ils rajoutent les micros, mais aussi ils s'orientent aussi beaucoup vers les gamers. Ça c'est un marché encore en devenir, donc avec Blue Microphone, donc les gamers,
ceux qui ne sont pas gamers, streament de plus en plus leurs accomplissements sur de diverses plateformes de streaming vidéo et ont besoin du son aussi ils font des podcasts finalement aussi, hein, donc oui, ça, des vlogs. Donc c'est pour ça que Logitech a acquis cette marque qui est quand même vraiment réputée au sein des podcasteurs. Hein. Et depuis un bout de temps, hein, aussi, il faut bien le reconnaître. Ça fait un moment qu'ils sont sur le marché. J'ai pas les dates en tête, mais c'est pas récent, hein, Blue. Moi, je me rappelle avoir écrit un article dans un vieux blog il y a déjà 5 ou 6 ans, facilement même plus, presque 10 ans, je crois. Oui, c'est de l'ordre de grandeur de 10 ans, effectivement. Oui, c'est ça. Hein, je n'ai pas la date en tête. Oui. Avec différents modèles, dont le fameux Yeti, qui est peut-être le plus emblématique. Hein, Et alors là, il faut bien suivre les instructions pour bien savoir se servir de ce genre de microphone un petit peu exotique, parce que pour les ingénieurs du son, ce genre de microphone, c'est un petit peu exotique. Donc il faut bien savoir s'en servir et pas faire n'importe quoi avec. Mais bon, voilà, ce sont des détails. On pourrait à l'occasion en reparler, mais c'est pas l'objet là. Je sais pas si quelqu'un parmi les utilisateurs, justement Marc ou Xavier, si vous aviez un truc à rajouter justement sur le Yeti. Je viens de vérifier, la boîte existe depuis 95. Ah oui, quand même, hein, tu as vu. Oui, ça fait même plus que ça. Donc, 23 ans. Un paquet d'années. Avec, et je pense que le Yeti est sorti très très rapidement hein, dans la gamme. Et il a évolué d'ailleurs à plusieurs reprises, me semble-t-il. Si vous avez vous-même de votre côté une expérience avec des micros Blue, hein, de la marque Blue, n'hésitez pas à les partager avec nous. On se fera un plaisir d'en faire l'écho dans un prochain numéro peut-être. On peut passer à la lettre B, toujours B comme Brousouf. Alors moi je ne dois même pas regarder qui nous parle de ça. Je sais d'office qu'il s'agit de marque en général, c'est une expression. Les Brousouf, et en particulier, on aurait pu être à la lettre T comme Tesla, parce qu'il y a eu plusieurs annonces Tesla, et différentes, enfin pas des annonces, mais aussi des rumeurs, et on peut faire un petit sujet Tesla Brousouf. On va partir sur le sujet de Tesla Brousouf parce qu'il faut dire que le mois de juillet a été relativement riche en la matière. Alors, je ne vais pas du tout ici couvrir la polémique du sous-marin que Xavier va se faire un plaisir de nous résumer dans un style qui sera certainement flamboyant, je l'imagine bien. Non, moi je vais me concentrer uniquement sur la partie financière des choses. Et pour déjà commencer par vous rappeler que Tesla, financièrement, c'est de moins en moins glop. Et c'est pas moi qui le prétends, c'est voilà, tous les analystes sont en train de se demander si la boîte ne va pas un peu joyeusement dans le mur. Cela couplé à des déclarations parfois fracassantes et même parfois totalement irréfléchies de Elon Musk qui semble manquer un peu de sommeil par moment. Hein. Le gamin, à mon avis, doit pas très bien dormir. On peut le comprendre parce que vu les problèmes que la boîte a, voilà. Rappelons que le modèle 3, qui est le nouveau bébé de la firme, on n'est même pas encore du modèle Y, qui, à ma connaissance, n'a pas encore été présenté officiellement. Donc, même s'il annonce que dès 2019, ils vont en fournir des centaines de milliers dans le monde entier, ok, très bien pour eux. Même s'ils annoncent qu'à partir de 2019, ils vont arrêter d'utiliser les puces NVIDIA, qui vont passer sur une puce totalement designée, produite in-house, qui aura 10 fois les capacités de la puce actuelle et qui va apporter des vraies possibilités de conduite totalement autonome à ces véhicules. Malgré tout ça, Tesla peine encore aujourd'hui à satisfaire la demande en matière de modèle 3, à tel point que récemment, on a vu passer des annonces comme quoi quasi toutes les lignes de production des modèles S sont frisées pour réallouer les ressources sur les lignes de production des modèles 3, que certaines personnes qui sont dans des départements qui n'ont rien à voir avec la fabrication sont redirigées vers la fabrication pour apporter de la main-d'œuvre ouvrière en plus, pour forcer la cadence. Et Tesla a été jusqu'à demander, ou exiger même dans certains cas, de certains de ses fournisseurs qu'ils remboursent les paiements reçus parce que Tesla ne s'en sort plus, ils n'ont plus d'argent. Globalement, c'est ça, ils n'ont plus d'argent. Manque de cash, quoi. Ouais. Manque de cash, effectivement. Il manque de cash et apparemment, les banques ne sont plus aussi enclines que précédemment à leur ouvrir grand les vannes et les robinets. Et voilà, l'apport illimité de fonds, c'est un peu tari. Alors, ce qui est quand même paradoxal, c'est que malgré cela, l'image de la marque continue à être extrêmement positive. Tant mieux pour eux, parce que c'est vrai que la marque est très sympathique, à tel point qu'ils continuent à se diversifier. Parfois, on se demande un peu pourquoi.
Et j'en veux pour preuve la dernière annonce de la firme qui a sorti non pas une voiture, non pas un lance-flamme, mais une planche de surf. Planche de surf qui s'est vendue à 1 500 $ et qui a été écoulée, je crois qu'il y avait, je ne sais plus combien d'exemplaires avaient été prévus, 200 planches avaient été prévues, elles ont été écoulées en quelques minutes. Bon, voilà, ça reste probablement un objet collector. Le conducteur de Tesla type a probablement un profil un peu surfeur. Je ne sais pas s'il y a des types de marché qui ont déterminé ça. Mais bon, toujours est-il qu'au-delà de cet aspect gag de sa diversification, on se doute bien que vu le nombre de la quantité de planches vendues, c'est pas ça qui va les renflouer financièrement. Ce qui est paradoxal, c'est qu'à côté de ça, à côté de leurs problèmes de trésorerie, à côté de leurs problèmes de capacité de production et d'honorer donc, on le rappelle, les centaines de milliers de précommandes de la Model 3 dans le monde, dont les délais ne cessent, hélas, pour la production de masse d'être reportés, même si les premiers ont été livrés et les premiers retours sont extrêmement positifs, mais on note quand même des défauts de fabrication, on note des problèmes de qualité d'assemblage, on note des petits détails qui font que la qualité générale de la bête n'est pas en adéquation avec ce qui était attendu du fabricant, surtout après toutes les leçons qu'il aurait pu tirer du modèle S et du modèle X, même si on sait que c'est un véhicule qui est moins cher, donc il y a des contraintes de production et de prix qui vont avec. Ben, malgré tout ça, Tesla annonce ouvrir une Gigafactory en Chine. C'est quelque chose à laquelle il était accroché depuis un certain temps. Donc la chose a été confirmée par le gouvernement local de Shanghai. Maintenant, quand ça va se faire, pas de précision pour l'instant. La seule chose qu'on sait en matière de chiffres, c'est que la capacité de production de cette usine pourrait être de 500 000 voitures par an. Alors ici, je ne suis pas le seul à avoir remarqué la chose. On a de nouveau peut-être affaire à une surenchère verbale de Musk, qui a tendance à jeter un peu des chiffres en l'air en espérant que personne ne relève parfois les chiffres qu'il lance. Bon. 500 000 bagnoles, c'est énorme. De toute façon, avant que l'usine soit en mesure de sortir 500 000 bagnoles par an, il faudra quand même compter 2-3 ans. Et 2-3 ans, même si ce n'est pas grand-chose, ça suffira à peut-être, si la production ne suit pas, rendre mécontents tous ceux qui attendent toujours leur modèle 3 et qui commencent à s'impatienter un peu. Et à côté de ça, Tesla a également annoncé, alors pas de manière officielle ni formelle, ils ont juste fait quelques tweets comme Elon Musk en a le secret, ils voudraient également s'implanter sur le continent européen. Alors ils visent l'Allemagne, ils visent la France, ils visent le Benelux. Ce n'est pas très clair, toujours est-il que voilà, ça reste encore une des annonces que Tesla a fait ces derniers temps. Apparemment, Elon Musk dit que l'Allemagne est le choix le plus logique vu que l'Allemagne a une longue expérience en matière de construction automobile. La France aussi, l'Angleterre aussi. Oui. La Belgique aussi, hein, La Belgique aussi, effectivement, si on remonte aux origines. Mais voilà. Donc, où va Tesla? Ben, on espère qu'ils ne vont pas dans le mur parce que ce serait vraiment dommage vu le capital sympathie et surtout le potentiel de la marque, surtout qu'ils ont quand même déjà réussi quelques jolis coups. Mais les 5000 Model 3 par semaine ne sont pas encore quelque chose qui a été réussi à être atteint de manière constante. Il y a des pics, il y a parfois des baisses de régime, mais je crois que les investisseurs et les analystes seront rassurés à partir du moment où Tesla pourra aligner le chiffre pendant quelques trimestres d'affilée. Et bon, Xavier reviendra dessus, mais la personnalité assez particulière de Musk tend à déforcer un peu l'image de la boîte dernièrement. On en reparlera justement, effectivement, avec Xavier de l'image de la boîte, de l'image de Musk aussi lui-même, hein, mais ce qui est forcément lié à l'image de la boîte, un petit peu comme dans une autre époque, l'image de Steve Jobs était liée à la marque Apple, hein, c'est un peu la même chose. Hein, ou Bill Gates versus Microsoft, ce sont de tels capitaines d'industrie que c'est difficile de les dissocier de la marque qu'ils possèdent et qu'ils promeuvent, quoi, marque. Oui, c'est un fait, mais si tu remarques ce qui se passe avec SpaceX plutôt, là, le board a directement pris l'initiative de lui coller un conseiller en communication dans les pattes pour éviter justement que SpaceX devienne simplement l'autre boîte d'Elon Musk et devienne plutôt quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus
posé, de beaucoup plus professionnel, de beaucoup plus rationnel. Et c'est effectivement dans le cadre de SpaceX, Musk se lâche beaucoup moins. Oui, il fait un petit peu plus attention. En plus de ça, là, c'est gouvernemental aussi. Hein. Exactement. C'est en rapport étroit avec la NASA, etc. Donc, c'est d'autres enjeux aussi, on l'imagine, soyons clairs. J'ai un peu l'impression que Tesla, c'est un petit peu par rapport à SpaceX, c'est un petit peu le truc sur le côté. Tout comme Boring Company, c'est un truc un petit peu à côté de Tesla. Tu vois, il y a une espèce d'échelle de valeur un peu particulière comme ça, où effectivement pour nous Tesla c'est une grosse boîte, un truc important, etc. Peut-être que pour lui finalement c'est un amusement de plus, tu vois, enfin je sais pas. C'est au fur et à mesure, j'ai l'impression, c'est au fur et à mesure qu'il évolue dans sa carrière, au fur et à mesure qu'il évolue dans les boîtes qu'il crée, il y a un shift qui se fait effectivement. Oui. Et là pour l'instant la majorité de son énergie est concentrée sur SpaceX. Oui. Probablement qu'il y a des attentes de la part des partenaires dans SpaceX pour qu'il soit dédié à 1200% ou 1500% dans l'histoire. Mais je n'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui va se focaliser à moitié sur un truc, donc il se donne à fond. Mais c'est vrai que d'un point de vue purement relationnel, promotionnel, il a tendance à se focaliser principalement sur son aventure principale. Et les autres en deviennent peut-être des trucs un peu moins visibles ou alors qui méritent un moins bon filtrage quant à ses déclarations. En tout cas, ce sont des caractères très différents, par exemple, par rapport à un Jeff Bezos, par exemple, c'est le jour et la nuit, quoi. Hein. C'est pas du tout le même type de caractère, c'est beaucoup plus posé, on fait plus attention à la communication aussi, enfin, c'est particulier. On pourrait entamer un podcast spécialisé en psychologie des directeurs des GAFAM, ça pourrait intéresser les gens. Non, Bezos, c'est un type qui est totalement différent, c'est un caractère aux antipodes de Musk. Bezos a plus, au point de vue business, l'attitude d'un Bill Gates, beaucoup plus réservé, beaucoup plus orienté résultat, beaucoup plus focus, beaucoup plus efficace, même si je ne dis pas que Musk l'est moins. Musk, effectivement, on a beaucoup tendance, et peut-être c'est quelque chose qui l'a déforcé, même si ce n'est pas forcément le cas, c'est que tout le monde le cite comme la résurrection ou la réincarnation de Steve Jobs. Oui, et ça peut-être un petit peu difficile à porter. C'est un héritage qu'il nous rapporté. Effectivement. On passe à la suite, si vous le voulez bien. B comme bug, parce que ça arrive aussi chez Samsung, Xavier, d'avoir des petits bugs. Celui-là est plutôt embêtant, j'ai envie de dire. Hein. C'est plutôt ennuyant. Ça me fait penser d'ailleurs à un bug qu'avait eu Alexa, si je ne me trompe pas. Mais ici, c'est un bug qui a concerné des utilisateurs en tout début juillet. Qui ont averti sur un forum Reddit, pour ne pas le citer, qu'ils avaient des soucis avec leur Galaxy S9 et leur Galaxy Note 8, parce que leur smartphone, en fait, envoyait des images de leur galerie photo sans aucune manipulation de leur part à d'autres utilisateurs. Alors, ce qui est ennuyant, c'est d'une part c'est le smartphone qui choisissait tout seul, un peu de manière aléatoire, on dirait en tout cas, les photos, et qu'il y a en plus de ça aucune trace du fait que les messages avaient été envoyés. Donc il n'y avait pas moyen de le savoir si on ne vous a pas prévenu que les photos ont été reçues. Donc c'est un bug en fait qui a heureusement concerné seulement certains habitants des États-Unis, puisque ça concerne l'envoi de messages via l'opérateur T-Mobile. Et le système utilisait un nouveau standard que Alphabet essaye de mettre en place, le RCS, qui est une évolution du SMS ou du MMS, qui va en fait faire passer les messages via la 4G plutôt que via l'opérateur de téléphonie. Donc c'est une évolution avec des datas pour le SMS. Et la seule solution qu'ils avaient au départ pour contourner le problème, c'était tout simplement de ne pas passer par l'application Samsung Messages qui avait implémenté ce protocole, ou bien de retirer la permission à l'application Samsung Messages d'accéder à la mémoire interne du téléphone. Mais on imagine les dégâts que ça peut avoir fait. J'imagine bien le message envoyé à la belle-mère ou à un employé ou ce genre de choses. Enfin, voilà, c'est pas terrible pour la confidentialité. Ça, c'est clair.
sont des choses qui arrivent, j'ai envie de dire, mais qui ne devraient pas arriver. C'est quand même grave. Hein. Cette la palissade est quand même fort belle. Hein. C'est gênant. Voilà, c'est la conclusion au truc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Qu'on passe à la lettre C, peut-être. C'est comme chiffre, et là, on a une brochette de chiffres pour vous. Il y en a eu durant ce mois de juillet. On commence peut-être par celui qui surprend le plus. C'est celui qui nous vient de chez Huawei, le fabricant de toutes sortes de trucs, dont des smartphones. Huawei se positionne plutôt pas mal sur le marché du smartphone, sur les autres trucs aussi, mais sur le smartphone en particulier, Bruno. Oui, c'est une marque qui marche surtout en Asie et de plus en plus en Europe, un peu plus méconnue aux États-Unis. Et donc c'est là que le bas blesse en fait, c'est parce que Huawei donc prend la deuxième place devant Apple, juste derrière Samsung. Donc pour une augmentation quand même assez substantielle. Donc ils augmentent leur vente de presque 41%. D'année en année, au même moment où Samsung perd 10% et où Apple stagne plus ou moins. Donc ils profitent surtout une grande partie de la publicité de leur flagship, le P20 Pro, avec l'optique Leica, mais c'est surtout sur les milieux de gamme où ils vendent le plus. Et en sachant qu'Apple, ils sont très saisonniers. À Apple, ils vendent surtout après l'annonce de leur nouveau téléphone, donc en septembre, novembre, décembre. Huawei vendent pendant toute l'année au même titre que Samsung. Hein. Donc, pas étonnant qu'à un certain moment, des marques qui font de l'Android seulement monte dans le peloton, et Huawei est quand même une marque qui est là depuis longtemps, qui font des téléphones de grande qualité, pour certains méconnus en Europe, mais en Asie très très très, très prisés. Ouais. Donc c'est quand même une des premières marques chinoises qui s'est fait connaître sur le marché européen. C'est vrai, oui. Enfin, une d'entre elles. Oui. C'est vrai que quand on a vu arriver les smartphones de confection chinoise, je me rappelle d'ailleurs qu'il fallait faire attention parce que c'était difficile de les mettre en anglais, parce qu'ils étaient préconfigurés évidemment dans d'autres langues, et donc c'était un petit peu compliqué. Et on se demandait quand on les achetait si on allait arriver à le faire, parce que voilà, quand tu connais pas les menus, les machins, etc. Et c'était il y a quoi, 6-7 ans maintenant, donc ça s'est vraiment développé à une vitesse assez fulgurante, quoi. Bruno, non. Juste pour préciser, donc ils ont vendu donc sur le trimestre 54 millions de téléphones. Samsung 71 millions de téléphones, Apple 41 millions de téléphones, et derrière, ça c'est aussi important à savoir, il y a Xiaomi avec 32 millions de téléphones presque, et une marque qui, je pense, pour vous va être inconnue, c'est Oppo. Quelqu'un connaît Oppo? J'ai été Oppo, mais je suis Oppo, PPO, ils ont vendu 30 millions de téléphones et on ne les connaît pas ici. Et on les connaît beaucoup en Asie. Ils tablent surtout sur des téléphones faits pour des selfies. Donc, voilà. Et donc 30 millions d'appareils vendus alors que la marque est complètement inconnue et aux États-Unis et en Europe. Alors, rien que la Chine et les pays asiatiques de manière générale, c'est un marché qui en vaut bien l'autre, hein, soyons très clairs. Ok, bon ben voilà, ça c'est une partie des chiffres dont on voulait vous parler. Je suis étonné que dans les chiffres, je vais donner la parole à Marc dans un instant concernant Facebook, mais on ne parle pas d'Apple et de la capitalisation boursière qui est estimée à presque, ils vont sans doute y arriver, 1000 milliards de dollars. Je sais pas si c'est fait, ils l'ont dépassé. C'est dépassé, voilà. Donc c'est quand même, c'est juste complètement hallucinant. Je sais pas, peut-être un rapide commentaire là-dessus, Marc. C'est complètement fou, quoi. Un chiffre, ça ne veut plus rien dire, quoi, comme chiffre. C'est la capitalisation c'est une société privée qui a la capitalisation équivalent à 2 fois le PIB d'un pays, le nôtre en l'occurrence. Oui, voilà. La Belgique. Parlons de la Belgique. Ça calme, oui. Notre Belgique, voilà. Oui, ça calme, et voilà. Moi, personnellement, je ne trouve rien à dire à ça, tellement c'est ahurissant comme chiffre. Maintenant, je ne sais pas quelle est la capitalisation d'Alphabet. Elle ne doit pas être très loin, à mon avis. On en parle moins de ça. De toute façon, à partir du moment où une société technologique de premier plan atteint cette capitalisation-là,
Voilà, je sais pas. Ce sont des sommets qu'on ne peut plus trop, estimer, auxquels on ne peut plus trop Alors, réagir. ce qui est amusant, c'est quand on voit les commentaires oh là là, la vente des iPhones se passe pas très très bien. Ah là, Apple va mal. On entend ça régulièrement dans la presse. On dit oh là là, l'iPhone 10, ils ont eu des soucis. Oui, mais en attendant, très honnêtement, ils peuvent en avoir encore longtemps des soucis avant d'être vraiment mis à mal, quoi. Il faut être clair. Hein. Ouais. Globalement, rien n'est éternel. Mais... Pardon ? Globalement, ils peuvent racheter ce qu'ils veulent. Donc, oui, c'est ça. C'est étonnant d'ailleurs qu'ils ne le fassent pas. Oui, mais ils pourraient être beaucoup plus... On parlait de Netflix qui était pour l'instant dans le viseur d'Apple éventuellement. Mais bon, ça c'est... On va pas se lancer dans ce genre de vue. On n'en sait rien et on verra bien si ça arrive un jour ou pas. On parle encore de chiffres et c'est à cela où je voulais en venir, Marc. Facebook, qui perd par contre des pépettes. Ah oui. Oui, et en fait, je me rends compte que ce qui est bien avec le PIB de la Belgique, c'est que ça peut servir à plusieurs trucs. Oui, on peut ça peut servir à quantifier la capitalisation boursière d'Apple, puisque c'est grosso modo 2 fois. Oui. Ça peut aussi servir à quantifier la raclée que s'est chopé Facebook, mais là, je trouve que le chiffre est encore plus vertigineux. Oui. Facebook a perdu en un jour, une seule journée, c'était jeudi dernier, le quart du PIB de la Belgique en capitalisation boursière. Marc a décidé, il ne parle plus qu'en PIB de la Belgique. Grosso modo, alors, mon salaire, c'est 1 millionième du PIB. Oh, j'aimerais bien, franchement. 1 milliardième. Franchement, je signe où? Mais ceci dit, c'est vrai que là aussi, c'est vertigineux. 120 milliards de dollars, c'est juste quelque chose d'hallucinant. En une seule journée, la bourse a dévissé. Alors, évidemment, les rageux se sont lâchés en disant « Oh, enfin, Mark Zuckerberg va avoir ce qu'il mérite ». Je ne sais même pas si lui, il a vu passer, il a senti le vent du boulet, parce que, bon, soit. Il a d'autres placements, j'imagine, que Facebook. Mais toujours est-il qu'effectivement, ici, Facebook commence à payer de manière concrète, en partie, il n'y a pas que ça, le scandale de Cambridge Analytica et de toutes les fuites de données et de toutes les autres couacs et problèmes qu'ils ont connus depuis le début de cette année-ci. Donc voilà, le titre en bourse a perdu 19% sur une seule session. Ça a réduit leur capitalisation boursière à seulement 510 milliards de dollars. Mmh. On rappelle quand même que Facebook est une société qui n'a que 15 ans. Comparons-la à Apple, dont on vient de parler, mais qui, elle, est nettement plus ancienne. Oui. Je ne doute pas que malgré la déflation et la dévaluation des monnaies, lorsque Facebook aura l'âge d'Apple, elle vaudra nettement plus que 1000 milliards. Ouais. Même si ça vaut toujours chose à cette époque. Il faudra voir, évidemment, on ne tire pas de plan sur la comète, mais il faut voir comment va évoluer Facebook aussi, parce qu'on sent qu'il y a il semblerait, hein. Alors après, de nouveau, on ne va pas faire comme ce que j'ai dit juste avant par rapport à Apple, dire « Oh là là, ça ne se passe pas bien ». Non, mais il y a une sorte de désengagement de part des plus jeunes par rapport au réseau social Facebook, qui est considéré aujourd'hui comme un réseau social de vieux. Il faut être très clair, quoi. Et ça ne va pas s'arranger. Facebook avance 3 raisons pour expliquer le mauvais chiffre. Alors, mauvais chiffre, encore une fois, à mettre entre des énormes guillemets, tant c'est relatif. La raison pour laquelle, principalement, l'action a dévissé, hors le scandale, c'est que les résultats qui ont été publiés mercredi dernier, donc juste avant la chute, étaient en hausse de 42%. 42% en hausse d'année, donc year on year. C'est quand même relativement énorme. Mmh. Facebook a fait 13,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est énorme. Là où ça blesse, c'est qu'ils avaient annoncé, je ne sais pas si c'est eux qui avaient annoncé ou si c'est les analystes qui avaient tablé sur 54%. Ils n'ont fait que 42%, se sont fait laminer. La deuxième chose, hors le scandale, c'est que effectivement, il y a un tassement. Et le tassement, notamment, il est assez visible depuis quelques mois, en Europe en tout cas, avec la perspective de l'avènement, puis l'avènement et le début des shitloads qui vont avec la GDPR.
donc la fameuse nouvelle réglementation dont on a déjà parlé in extenso, européenne, et qui, jusqu'à preuve du contraire, persiste et signe dans sa capacité monstrueuse à faire chier tout le monde. Ensuite, il y a aussi le fait que Facebook a énormément de problèmes structurels avec le cas des fake news, et que suite à ça, ils font des investissements colossaux, et ça, c'est un des leitmotifs de Zuckerberg lorsqu'il a fait son press tour pour s'excuser, expliquer pourquoi Cambridge Analytica, pourquoi ça n'allait plus jamais se reproduire, pourquoi il prenait toutes les mesures pour. Facebook est en train de mettre en place toute une série de personnes et de technologies qui vont permettre à terme de beaucoup mieux contrôler ce qui circule sur la plateforme. Mais ces investissements prennent du temps, et le temps, c'est de l'argent, et en plus, ces investissements ont un prix. Et tout cela pèse sur les résultats de l'entreprise. Et un quatrième facteur qui n'a pas été évoqué par Facebook, mais qui a été, lui, par contre, évoqué par les analystes, c'est le fait que, tout comme Google, à l'époque, avait dû se réinventer sur le marché d'une publicité qui n'arrête pas d'être de plus en plus exsangue. La publicité en ligne est quelque chose qui est en train de muter, et tous ceux qui sont actifs dans le segment n'arrivent pas forcément à réagir avec la bonne approche ou le bon rythme. Eh bien, même chose, Facebook commence à sentir un certain essoufflement au niveau du placement des écrans publicitaires, au niveau des espaces, au niveau de tout ce que le réseau peut offrir en la matière, et qui commence à être complètement saturé. Eh bien, voilà, merci une analyse bien complète, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si quelqu'un avait quelque chose à rajouter là-dessus. Non, mais c'est vrai, c'est une vision globale de la problématique. On n'a pas parlé, par contre, des à côté de Facebook, mais des à côté qui prennent quand même de la place et commencent à bien progresser aussi. Je pense à Instagram, par exemple, qui est devenu le nouveau réseau social, entre guillemets, à la mode. Alors, une mode qui, comme toutes les modes, aura une fin, mais qui permet à plein de gens de communiquer de manière beaucoup plus ouverte, avec du bon, du mauvais, comme n'importe quel réseau social d'ailleurs. Mais on ne s'attendait peut-être pas à ce tel engouement pour le réseau Instagram. Et pourtant, il est là, quoi. Chez les jeunes, en tout cas, la sauce prend, quoi. C'est un des chiffres qu'il faut retenir quand même, malgré tous les... On dit que ça va mal, on dit qu'ils se sont viandés, ils ont perdu le quart du PIB de la Belgique, etc. Il ne faut pas oublier que malgré tout ça, tout réseau confondu, donc Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, etc., il y a aujourd'hui 2,5 milliards de personnes sur Terre qui utilisent quotidiennement les services de la firme. Oui, c'est ça. Donc, comme je disais là tantôt, on a encore du temps pour les services. Voilà. On verra ce que ça deviendra. Mais on en a connu, des MySpace, par exemple, qu'on considérait comme incontournables et qui finalement sont réduits à peau de chagrin, quoi. Donc ça peut arriver. Rien n'est définitif en ce bas monde. On passe à la lettre C. Seulement la lettre C? Ben oui. Oui. Notre abécédaire est un petit peu particulier cette semaine, il faut bien le dire. C'est comme conférence. Et c'est qui va s'y coller à la conférence? C'est Bruno, je pense, pour nous parler, si je dis pas de bêtises, de WhatsApp. Et on parle encore de réseaux sociaux. Bah oui, c'est justement. Voilà, donc c'est un des à côté de Facebook, un gros à côté, ce qui vient quand même de passer 1,5 milliard d'utilisateurs. Donc c'est une bonne partie des 2,5 milliards dont Marc a parlé. WhatsApp qui a été racheté à un certain moment par Facebook, effectivement. Et là, c'est un outil que j'aime bien parce que je l'utilise personnellement, enfin dans le monde privé et professionnel, qui a l'habitude d'encrypter tous les messages. Donc ça, c'est une des spécificités de WhatsApp. Et là, il propose donc des conférences voix et vidéo maintenant jusqu'à 4 personnes. Donc un peu pour donner le pendant à tout ce qui se fait à côté, Skype et consorts. Mais en même temps, donc des appels conférences jusqu'à 4 cryptés de part en part. Que ce soit en voix ou en vidéo. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez sécurisant, on va dire, venant de la maison mère Facebook qui se porte mal à cause d'un scandale de sécurité, de voir quand même qu'ils ont des produits qui sont encryptés et sûrs a priori. Donc c'est une bonne chose. Donc un outil que j'aime bien, je sais que beaucoup n'utilisent pas en Europe, mais que j'aime bien. Il y a des endroits où ça a pris, manifestement, et puis d'autres où ça n'a pas pris du tout. Moi, dans mon entourage, par exemple, je connais plein de gens qui ont installé l'application parce qu'on le voit, mais
mais qui ne l'utilisent jamais. Je sais pas, Xavier, je pense, est dubitatif. Moi, aussi j'ai par rapport à ça. complètement abandonné. À l'époque, il y avait plusieurs applications qui font plus ou moins la même chose, hein. Il y a Telegram Facebook aussi. Messenger, Telegram, il y en a plusieurs. Il y avait Viber aussi que j'ai utilisé avant WhatsApp même. Et puis, au final, pour moi, WhatsApp a complètement remplacé Viber. Et comme j'en avais marre de passer tout le temps d'une application à l'autre, j'ai désinstallé Viber. Et celui qui veut me contacter, il me contacte via SMS ou WhatsApp. Oui, c'est ça. Il reste encore les SMS, même s'ils ne sont pas cryptés ou quoi que ce soit, ou encryptés ou quoi que ce soit. Oui, donc, voilà, maintenant, je l'utilise pas, c'est dangereux, ça peut envoyer des photos. En plus, oui, c'est ça. Quoi. Donc, non, c'est bizarre. C'est bizarre que ce n'est pas plus... Enfin, ça dépend peut-être aussi des milieux, j'en sais rien. En tout cas, dans le mien, voilà. Si dans votre cas, vous utilisez WhatsApp, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Hein. C'est un petit sondage express qu'on fait comme ça. N'hésitez pas à le mettre en commentaire de cette vidéo sur YouTube ou sur notre blog lestechno.be ou même via les réseaux sociaux. Hein. Vous le savez, on est sur Twitter et sur Facebook également. WhatsApp ou Viber, ou WhatsApp ou rien. N'hésitez pas à faire votre commentaire. On en était où? À la lettre M. Oui, de la lettre 1, non, c'est pas fini encore. J'en ai un qui lève le doigt, il fait ça. Oui, j'ai pas fini mon sujet. Ah, bah d'accord, je t'en prie. Parce qu'il y a une autre annonce WhatsApp, je l'avais pas mis en commentaire, oui, mais ils ont, elle vient de tomber, en fait, c'est pour ça. Il faut la ramasser alors. Donc, c'est WhatsApp Business, parce que ils sont forts là-dessus aussi, et c'est un des pans que Facebook essaye de développer pour récolter des fonds, de l'argent. C'est que WhatsApp Business est un outil qui permet donc aux gens de contacter un business, un commerce ou une société via WhatsApp. Mais qui force maintenant les sociétés à répondre rapidement, sous 24 heures, sous peine de devoir payer pour le service WhatsApp Business. Donc c'est là qu'ils veulent faire de l'argent avec WhatsApp. C'est pour l'instant le seul moyen que WhatsApp a de monétiser son business model. Oui, mais en même temps, ça pousse à l'excellence les gens qui se servent du service. Exactement. Et ça, c'est peut-être pas mal, parce que de temps en temps, il faut un petit peu... D'ailleurs, ça se fait. Hein, je pense que c'est sur YouTube, quand on répond aux gens, ils nous disent dans les statistiques, vous avez répondu la plupart du temps en moins de X temps sur Facebook. Sur Facebook, hein, c'est ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal d'avoir cet élément, entre guillemets, de cette information, parce que c'est vrai que ça permet de se dire, tiens, oui, c'est vrai que là, je suis peut-être un petit peu lambin, peut-être que pour animer un petit peu ma communauté, je devrais être un petit peu plus sur la balle, etc. Donc voilà, pourquoi pas. J'ai envie de dire, en même temps, il ne faut pas que ça devienne non plus une dictature, quoi. Exactement, c'est le risque avec Facebook. C'est le risque, bah oui, c'est souvent comme ça, quoi. Ok, bon, on peut passer maintenant à la lettre M, où tu as encore une info qui tombe, non? C'est bon. M comme marketing, et un marketing, ça aurait pu être dans le oui mais non, hein, soyons clairs, mais un oui mais non qui fâche en même temps, Xavier, et on va reparler d'Elon Musk. Effectivement, donc c'est le coup de marketing d'Elon Musk qui passe mal. Alors il y a un petit jeu de mots puisque en fait ça concerne le sous-marin qu'Elon Musk a développé. Donc la petite histoire, c'est que si vous vous rappelez, on a eu au début du mois une équipe de 12 enfants et leur entraîneur, donc une équipe de foot, qui ont été coincés dans une grotte immergée en Thaïlande. Et pour les sauver, Elon Musk avait proposé de faire un petit sous-marin. Donc, il a fait un espèce de suppositoire métallique dans lequel on peut mettre un enfant pour le sauver de la grotte. Seulement, quand il a proposé ces services, il s'est vite fait débouter parce que on lui a dit que son appareil de 1,68 m de long qui est rigide n'aurait pas pu passer les obstacles et les angles, et donc il n'aurait pas, il n'aurait même pas fait 50 mètres dans la grotte. Oui, parce que on a vu la topographie des lieux, hein, c'est des siphons qu'il fallait passer. Si vous avez fait de la spéléo, vous savez très bien que une planche toute droite ne passe pas à la majorité des endroits, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, on lui a répondu gentiment, une des personnes lui a répondu que c'était juste un coup de marketing et qu'il pouvait se le coller là où ça fait mal. Ouais, ça manquait quand même d'élégance. Ça manque d'élégance, effectivement, mais
il faut remettre tout ça dans un autre contexte parce que Elon Musk a joué un petit peu d'échange de communication avec la boîte, avec les sauveteurs et avec des généraux en Thaïlande, etc. Et en gros, il s'est fait un petit peu critiquer et on lui a dit si tu veux faire un appareil pour sauver les enfants, occupe-toi d'abord de faire tourner une boîte où il n'y a pas de problème et de rendre tes appareils plus safe, donc plus sécurisés. Et il a répondu dans un tweet au gars en disant pas de problème, moi je vais vous prouver qu'on pourra atteindre la cave numéro 5 qui était l'emplacement où étaient les enfants, et il dit désolé pédoguy, donc c'est en gros il le traite de pédophile et il a vite supprimé son tweet après, mais c'était trop tard. Et donc comme l'a dit Marc, il y a un souci puisqu'on se rend compte que la communication d'Elon Musk n'est pas toujours des meilleurs, et ça s'est d'ailleurs reflété dans le cours de Tesla, puisque Tesla a perdu 2,75% sur Wall Street suite à cette affaire, quoi. Donc voilà, c'est un petit coup et on dit vraiment que c'est un coup de marketing parce que voilà, ils savaient très bien que ça n'allait pas marcher. Oui, on est bien d'accord. Moi, je suis à peu près convaincu aussi que voilà, c'était pour faire parler de lui et à la rigueur, j'ai envie encore un peu de croire qu'il y avait une bonne intention derrière, mais comme tu le disais, techniquement, c'était pas réaliste, mais n'importe qui pouvait le dire. Il fallait même pas être plongeur expert ou quoi que ce soit. Tu voyais la topographie des lieux, si tu te documentais un petit peu sur le sujet, tu voyais de quoi il s'agissait. Quand tu voyais le suppôt, tu disais mais non, ça n'ira pas, quoi, ça n'est pas possible. Ils sont empressés de le faire aussi, hein. Donc il faut rappeler que cette histoire elle a duré quelques jours, donc les enfants ont disparu 8 jours, on les a retrouvés et au final c'est au bout de 18 jours qu'ils sont sortis de la grotte, donc en gros ça s'est passé en un peu moins de 2 semaines et peut-être qu'au départ, ils ont voulu faire ça et ils ont cherché des moyens techniques et ils n'ont pas pensé plus loin. Mais ils ont dû vite se rendre compte quand même que ça ne passerait pas dans la grotte. Et donc, du coup, c'est plus question et d'ego, puisqu'il y en a un, il a été blessé par les propos qu'on a eus envers sa boîte et il a réagi un petit peu fortement, mais en utilisant une insulte et pas des moindres. Et d'ailleurs, la personne va porter plainte contre lui. Oui, non, c'est une guerre d'ego, hein, plus qu'autre chose, soyons très clair, mais ça a un prix, hein, et comme on le dit souvent, et c'est souvent le cas ces derniers temps d'ailleurs, hein, par exemple, même des chefs d'État s'y mettent, hein, et pas des moindres, à tweeter un petit peu à tort et à travers, et puis après dire une chose et son contraire le lendemain, et enfin, tout ça n'est pas très très clair et n'est pas très sérieux non plus, et donc il faut... Quand tu représentes des marques aussi connues, tu dois faire attention à ce que tu dis. Oui, effectivement, parce qu'il y a des enjeux derrière, c'est très clair. On peut passer à la lettre M, de nouveau la lettre M, mais M comme mise à jour, et ça se passe du côté de chez qui? J'ai perdu le fil c'est chez Marc, effectivement. Marc, on parle de mise à jour, alors que c'est sur ce bouton-là qu'il fallait que je pousse, c'est pour ça que ça n'allait pas. On parle de mise à jour de quoi? De Microsoft qui va... on parle d'un... Laisse-le-moi. Je te le laisse. On parle de mise à jour d'un truc dont, franchement, vous ne vous douterez jamais que ça puisse un jour être mis à jour. Et pourtant, Microsoft a décidé, 24 ans après avoir sorti la première version, donc si ça, c'est pas du déterrage de complète, de mettre à jour le bloc-notes. Vous savez, ce truc que vous utilisez jamais. Jamais. Yvette va utiliser pour noter ses courses peut-être, et puis elle va les perdre parce qu'elle ne sait pas comment l'imprimer, ou voilà. Donc, on va pouvoir avoir une mise à jour du Notepad, et voilà. Je ne sais pas trop ce qu'il va en dire. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Quelle mise à jour vont-ils adapter? Parce qu'il y a déjà plein de variantes de Notepad. Je pense à Notepad++, et voilà, il y a plein de trucs comme ça. Texte, il y avait Scode, il y a plein de trucs qui sont vraiment beaucoup plus efficaces que Notepad pour prendre des notes ou pour coder des trucs un peu plus sérieux. Mais pourtant, voilà, ils vont avoir... Alors, il faut se dire aussi que les mises à jour vont être assez révolutionnaires. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a apparemment pas l'habitude de voir dans des logiciels concurrents, mais comme Notepad++, tu le disais. On va avoir droit à un Search and Replace sur une sélection.
Ça n'était pas déjà le cas? Ça n'existait pas? Sur une sélection, non, pas encore. Ah, sur une sélection, Sur pas. l'entièreté des documents, on pourrait, mais sur une sélection, non. Et aussi sur des mots qui sont découpés. Xavier t'en demande trop, ne sois pas trop gourmand, s'il te plaît. Ça, non, Si, c'est le cas. Non, c'est le cas. Donc, tu vas pouvoir faire une recherche sur un mot qui a été... comment on dit? Enfin, oui, avec le passage à la ligne. Voilà. Là, oui, c'est ça, tronqué, quoi. Ouais, tronqué, oui, avec une césure, c'est ça. Ah, une césure. Alors, vous allez aussi... Ah, voilà. Vous allez également pouvoir utiliser la touche contrôle de votre clavier en même temps que la molette de votre souris pour zoomer la taille du texte. Ça a l'air de rien, mais c'est vrai que ça aide. Oui. Alors, autre chose qui est un peu moins anecdotique, mais qui va peut-être faire plaisir à tous ceux qui ont l'habitude de trimballer des fichiers d'une plateforme à l'autre, les caractères de retour de ligne, donc fameuse carriage return et line feed, vont être enfin multistandards. Ça passera sous Unix, ça passera sous Linux et ça passera sur Mac. Ah oui. Donc c'est bien. Et en gros, c'est tout. Qui était une des seules raisons pour perspective d'acheter un jour. Il y a aussi la. Attendez, vous parlez en même temps, ça ne va pas du tout. Que disais-tu, Xavier? Parce que tu parles en même temps que Marc. Je disais que le retour à la ligne, c'était une des seules raisons pour laquelle j'ai un jour utilisé WordPad. C'est ça, ça te manquait. À la place du Notepad, quand je n'avais pas le Notepad++ installé. Moi, je vais vous étonner, mais j'ai un souvenir ému du bloc-notes parce que c'est ma toute première page HTML. Je l'ai écrit dans le bloc-notes parce que j'avais pas d'autre éditeur sous la main. Et je voulais absolument faire une page, mais il y avait 3 fois rien dedans, mais c'est ma première page, premier site, entre guillemets, il y avait quand même 2 pages, 3 pages même, entièrement fait au bloc-notes. donc voilà. Mais bon. Respect. Respect, tout de suite, 5 balises, c'était pas non plus la fin du monde, quoi. Mais bon, voilà. Ça m'a servi. Ça me sert encore de mémo sur mon bureau. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres outils qui fonctionnent super bien. Mais quand je suis au bureau, j'ai besoin de temps en temps, j'ai pas de quoi écrire, donc j'ouvre le bloc-notes, je tape ce que j'ai besoin dedans et je le laisse ouvert dans un coin. Et ça me sert de mémo. Voilà. Si vous, de votre côté, vous avez l'usage du bloc-notes, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Il y a encore un petit truc qu'ils ont rajouté qui est aussi anecdotique, mais qui aura son utilité certainement chez certains. C'est la possibilité, directement à partir du bloc-notes, de faire des recherches sur Bing en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un mot et en sélectionnant l'option qui va bien dans le menu. Ah oui. Bon, okay, il y a quelqu'un qui utilise Bing? Les gens qui utilisent le bloc-notes. Si tu utilises Notepad et Bing, viens en parler dans le podcast. Oui, c'est ça. Si vous utilisez ces outils, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On se moque, mais nous ne te jugerons pas. Non, mais il n'y a pas de raison en plus. Soyons très clairs. Il y a plein de raisons d'utiliser Bing, et plein de raisons aussi de ne pas utiliser les outils Google. Hein. Je connais des gens qui sont réfractaires à l'ensemble des outils Google et qui préfèrent, à la rigueur, utiliser ceux de Microsoft. Ça se respecte complètement. On parlait de mise à jour justement, et je parlais en l'occurrence de Google. Il y a une autre mise à jour de taille, c'est celle de Chrome, et on le sent bien du côté de chez Google, et on le ressent dans Chrome. Tout ce qui n'est pas HTTPS, ça a un petit peu du mal à passer. C'est ça, que vous le veuillez ou non, si vous avez un site web, vous allez devoir vous y faire, il va falloir passer à l'HTTPS. En gros, Chrome a déployé une mise à jour le 24 juillet, c'est la version 68, qui indique tous les sites qui ne sont pas en HTTPS comme non sécurisés. Donc, en gros, qu'est-ce que ça a comme impact? C'est que les gens vont avoir déjà moins confiance dans votre site, mais surtout, la page pourrait ne pas s'afficher selon les réglages de l'utilisateur. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est tout simplement parce que si vous n'êtes pas en HTTPS, les informations qui sont transmises par la page web vont passer en clair. Donc, en gros, quand vous tapez un mot de passe, quand vous remplissez un formulaire, s'il y a des cookies ou bien vous tapez les numéros de votre carte de crédit, toutes ces informations, quand elles sont renvoyées au serveur, vont passer en clair. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sur le même réseau que vous, que ce soit Wi-Fi ou câblé, va pouvoir scanner le réseau et récupérer le trafic
et l'analyser en clair, c'est-à-dire qu'il va voir, par exemple, votre adresse email, votre mot de passe tel que vous l'avez tapé. Alors, ça fait partie d'une transition qui a été faite en douceur, entre guillemets, puisque au départ, la première version qui a mis en place une sécurité, c'était la version 56 en janvier 2017, avec un affichage non sécurisé sur tous les sites qui avaient un mot de passe ou des infos de carte de crédit. Ensuite, en octobre 2017, ils ont sorti la version 62 qui affichait ce message de sécurité pour tous les sites avec un formulaire ou les pages HTTP qui sont visitées en mode incognito. Donc, si vous avez une raison d'aller sur un site en mode incognito, eh bien, sachez que quelqu'un qui scanne le réseau peut savoir que vous allez sur cette page et ce que vous y faites. Enfin, le dernier stage, c'est cette version-ci qui bloque tout. Alors, pourquoi est-ce que d'autres avantages de l'HTTPS, c'est pour améliorer le ranking et l'optimisation des moteurs de recherche, puisque Google, très clairement maintenant, pénalise les sites qui ne sont pas en HTTPS. Ça améliore, comme on l'a dit, la sécurité, les sites et la confidentialité. Ça augmente la crédibilité, la confiance des visiteurs. Ça augmente aussi la vitesse, puisque l'HTTP2 est plus rapide que l'HTTP. Et il faut savoir que maintenant, l'HTTPS qui était payant pendant très longtemps, et ce n'était pas donné d'ailleurs, il est maintenant possible avec Cloudflare ou bien Let's Encrypt, par exemple, d'obtenir des certificats SSL gratuits, reconnus sur tous, si je ne me trompe pas, ou en tout cas la grande majorité des explorateurs. Donc, il ne faut pas s'en priver. Oui, d'ailleurs, la plupart des hébergeurs mutualisés proposent ce type de licence mutualisée, elle aussi, et gratuite. Hein, ça fait partie du package maintenant. Ils se sont bien rendus compte que ça allait devenir totalement nécessaire et indispensable. Reste encore, effectivement, à faire évoluer nos pages. Je parle des nôtres, celles des technos, mais d'autres sites aussi. De faire évoluer l'ensemble des pages parce que les contenus aussi doivent avoir des URL contenant une adresse HTTPS de plus en plus. Effectivement, donc la racine du site doit être en HTTPS, mais tous les outils utilisés ou toutes les références intégrées dans votre page doivent être également sécurisées. Donc, si vous intégrez une page qui n'est pas en HTTPS dans votre site, via par exemple une iframe, eh bien, vous allez avoir une alerte. Ok, bon, autant le savoir et vous allez comprendre pourquoi vous allez avoir de plus en plus de notifications de ce type-là, tout en sachant aussi que, et ça il l'avait déjà annoncé par le passé, Google va limiter entre guillemets le référencement des pages qui ne sont pas HTTPS. Hein. Oui, je l'ai dit. Donc il y a un intérêt aussi à passer sous ce type. Quasi indispensable. C'est indispensable. Voilà, ça c'est l'évolution des choses. Que voulez-vous, c'est comme ça. On peut passer à la lettre R comme réalité augmentée, Marc. On va parler de quelque chose que moi je ne connais absolument pas. C'est quoi cette histoire de nerf? De nerf? C'est quoi? Alors, nerf, tous ceux qui ont des enfants doivent connaître forcément les nerfs. Je vois que Xavier m'a fait un grand signe. J'imagine qu'il s'est déjà amusé. Il a des garçons, lui. Donc, Et voilà, donc il a déjà dû s'amuser à passer quelques après-midi comme moi à plus courir après les fléchettes qu'à jouer réellement parce qu'il faut les recharger, il faut les remettre dedans. Donc le nerf, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une gamme de pistolets, d'armes, de petites, enfin ça va de jouets, la petite pétoire, voilà, ce sont des jouets absolument. Ah, oui. Ça va de la petite pétoire style petit pistolet de poche à la grosse sulfateuse style Gatling. Ça va vraiment très gros. Ouais. Et en fait, ça envoie des petites fléchettes de cette taille-là en mousse. Ah, donc, c'est totalement... ça qui m'a... Non, mais c'est parce que je viens de comprendre. Je vous explique en 2 mots. Je fais juste une petite parenthèse. Je traversais le service IT de mon entreprise ce matin et j'ai senti un truc dans ma nuque. Et quand je me suis retourné, j'ai marché sur un truc en mousse. Et c'était un truc comme ça. Voilà. Donc on m'a tiré dessus, en fait. C'est typiquement leur cible. Hein. C'est les enfants et les IT. Oui. Voilà, exactement. Et voilà, ça explique pourquoi. C'est vrai que le cœur de cible, on se demande parfois même si c'est pas plus l'IT que l'enfant, parce que tous les services IT utilisent des nerfs à tel point que dans certains jeux vidéo, notamment Prey, le nerf est une des armes. D'accord. Voilà, on peut dégommer des aliens avec un nerf, pourquoi pas, après tout. Donc le nerf de voilà le nerf de la guerre. Hein, Voilà le nerf de la guerre, très belle transition. Et il y a une dizaine d'années, la firme derrière avait
s'était lancé dans une expérience un peu borderline pour l'époque, qui était l'intention de mettre dans les mains de tout le monde un laser game. Donc le laser game, tout le monde connaît aussi, ce sont ces systèmes de jeu où vous avez une arme qui en fait envoie un rayon lumineux, invisible, généralement un rayon laser, et où vous portez une combinaison équipée de photorécepteurs. Et voilà, plutôt que de vous balancer des billes de peinture ou des petites billes en plastique, c'est totalement indolore et c'est surtout beaucoup moins facile de tricher parce que voilà, toute l'électronique est derrière pour confirmer que. Et donc, Nerf revient sur le marché avec une mise à jour de ces fusils, donc de ces armes. Alors, il commence avec 2 modèles qui continuent à tirer des projectiles en mousse. Hein, on ne change pas une formule qui gagne, mais qui, en plus, vont produire un faisceau infrarouge concentré qui est annoncé avec une portée de 30 mètres. Ce n'est pas un vrai rayon laser, mais ça suffit en tout cas pour pouvoir toucher quelqu'un à une certaine distance. Et le coût de l'appareil est en fait relativement bon marché, puisqu'on part d'une 40aine d'euros pour le fusil et d'une 30aine d'euros pour le pistolet. Alors, il faut savoir que chaque appareil embarque un émetteur infrarouge et un récepteur, et donc en fait se comporte comme une entité seule. Mais là où ça devient intéressant, c'est que il n'est plus nécessaire d'être à 2 pour pouvoir jouer, parce qu'il y a également moyen de coupler l'appareil avec une application pour smartphone. Les armes possèdent également sur l'affût un adaptateur pour placer votre smartphone, c'est un petit support, et à ce moment-là, vous allez jouer seul en réalité augmentée avec tout ce que l'application va mettre à votre disposition. Donc, vous allez viser, vous allez tirer, et vous allez voir différentes cibles apparaître dans l'écran de votre smartphone. Et donc, voilà, c'est un bon moyen de passer un peu plus de temps entre 2 compiles, ou pendant que les serveurs font un backup, voilà, vous n'avez plus à se casser la tête. Plutôt que de tirer sur les gars de la production, ben, vous allez pouvoir vous amuser. Voilà, en même temps, je pense que ce que mes petits camarades, hein, mais pas que les miens, mais je pense que les gens de l'IT, ce qu'ils apprécient particulièrement, c'est le petit truc en mousse aussi. Hein. Enfin, tu vois, c'est le petit côté physique du truc. On l'a touché, quoi. Il l'a senti, non? Il n'a pas senti. Hein, il va revenir. Attends, je vais avoir mon retour. C'est un peu ça. Hein, moi, je me rappelle, il y a quelques années, c'était pas Nerf qui faisait ça, c'était, je sais pas, une boîte chinoise sans doute, qui a fait une espèce de batterie de missile que tu branchais sur ton port USB, et tu avais une petite application où tu avais un pan tilt, tu vois, tu gérais la hauteur, etc. Et puis une fois que tu avais visé avec une petite webcam, même je pense qu'il y en avait, tu visais comme ça et tu pouvais commander à distance ton petit lance-missile. Donc il y avait moyen de se faire des guéguerres au bureau plutôt rigolotes, quoi. Voilà. Ouais. C'est des jouets pour grands, hein. C'est plus des jouets pour grands que des jouets pour enfants, effectivement. J'ai pour mémoire des parties de Nerf où finalement les gosses regardaient, quoi. Par contre, on l'a pas repris dans l'actualité de cette semaine, mais puisqu'on parle d'armes et de jouets, mais qui pourraient s'apparenter à des jouets, mais qui n'en sont pas, je rappelle quand même cette histoire d'armes imprimées en 3D. Je pense qu'il y a une injonction d'un juge aux États-Unis qui a décrété qu'on ne pouvait pas, dans 8 États en tout cas, qui a décrété qu'on ne pouvait pas partager ces fichiers, donc permettant l'impression d'armes sur imprimante 3D. On aura peut-être ou sans doute l'occasion de revenir sur ce sujet dans un prochain épisode à la fin de l'été sans doute, parce que l'affaire n'est pas close manifestement. C'est l'annulation d'une décision qui disait le contraire d'abord il y a peu. C'est ça, oui. Donc, d'abord ça avait été approuvé, puis empêché, empêché, puis approuvé, et puis de nouveau empêché. Et puis de nouveau empêché. Donc ça a multiples rebonds, cette histoire, et il faut voir comment la communauté internationale va se positionner aussi par rapport à... Parce que là, on a l'impression que c'est un problème américano-américain, mais c'est un problème qui concerne tout le monde, la planète entière. Donc ça va beaucoup plus loin que la possession d'armes, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît sur les États-Unis et sur ce débat-là. Mais voilà, c'est... Oui, Xavier. Ici, l'interdiction, c'est pas sur le fait de créer l'arme, c'est le fait de diffuser les plans. Oui. Hein, donc ça, c'est vraiment une nuance importante aussi. Oui. Et donc, bon, diffuser des plans d'une arme qu'on va pouvoir créer sans aucun numéro de série, sans suivi, etc., ça pose quand même des questions éthiques importantes. Je voulais pas plomber l'ambiance, mais
Mais voilà, ça faisait partie aussi de l'actu de ce mois de juillet, donc il fallait quand même qu'on en dise un tout petit mot, même si on aura, comme je l'ai dit, la possibilité sans doute de revenir sur ce sujet plus tard. On est à la lettre S. Oh, on n'a pas tout à fait fini, hein. S comme smartphone. Je ne sais pas qui s'y colle sur cette histoire de smartphone, parce que ma tablette est éteinte, c'est la fin de tout. Donc, de quoi s'agit-il, Xavier? Alors, c'est une news pour nos amis français. Ah oui. Donc, le Parlement français a adopté lundi un texte qui interdit les smartphones et les tablettes pour tous les étudiants, et ça de la maternelle au collège, à moins qu'il y ait des conditions particulières dans le règlement intérieur de l'établissement. Alors, c'est une promesse de campagne de Emmanuel Macron qui estime que ça provoque une addiction aux écrans et contre laquelle il veut lutter. Le ministre de l'Éducation, lui, a rappelé aussi que il se souvient des temps des cours dans la récré où les enfants jouaient, ils se disputaient, ils chahutaient entre eux plutôt que d'être collés sur leur écran. Et il rappelle que ça contribue à la baisse de la lecture, d'exercice physique, que ça donne l'accès à du contenu violent ou pornographique, que ça provoque du cyberharcèlement. Et cette interdiction concerne tous les objets connectés. Donc, c'est y compris les montres, par exemple, les montres connectées. Et ce sera d'application dès septembre 2018. Alors, pourquoi est-ce que moi j'ai noté cette news? Parce que je pense qu'il y a des effets très positif dans cette mesure, parce que moi, je suis le premier à essayer de limiter le contact de mes enfants avec des écrans. J'ai une console de jeu et mon fils va avoir 9 ans et je crois que c'est cette semaine que je l'ai autorisé pour la première fois à jouer avec cette console. Les tablettes, ils jouent vraiment très, très peu. Donc, je pense effectivement qu'il faut limiter, mais par contre, je suis aussi pour l'utilisation de ces appareils dans un certain contexte et l'éducation peut être vraiment facilitée grâce à ces outils-là. On a vu par exemple des écoles où l'interaction, donc le professeur va lancer une question et tous les élèves répondent sur une tablette ou un smartphone. Et le professeur sait du coup directement si la majorité de sa classe a compris un exercice ou bien s'il faut qu'il réexplique. Dans le cas où c'est pas compris, il peut savoir sur quel élève il va devoir aider. Alors heureusement, l'interdiction n'est pas sur les tablettes ou smartphones que l'école proposerait dans le cadre de cours. Donc c'est à mettre en pondération. Mais donc voilà, je sais pas quel est votre avis sur la question, mais moi je pense qu'il y a du pour et du contre sur cette décision. C'est clair qu'il y a, enfin, une fois de plus, interdire, c'est toujours se couper d'une possibilité d'éduquer quelque part aussi. C'est-à-dire, tu as un smartphone, le gamin sait ce que c'est un smartphone, autant lui montrer sur son smartphone ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, comment s'en servir, etc., plutôt que de l'interdire purement et simplement. Enfin, avis personnel. Personnellement, je n'ai pas d'enfant. Donc, je ne suis pas coincé, entre guillemets, entre le marteau et l'enclume. Donc, voilà. Je sais pas ce que Marc en pense, qui est un grand garçon, lui... Enfin, Marc est un grand garçon, mais il a un grand garçon. C'est ce que je voulais dire. Deux grands garçons, absolument. Voilà, c'est ça. Mais je trouverais ça un peu dommage d'interdire, alors que c'est un outil qui peut être aussi éducatif de pouvoir montrer les choses. Non ? Disons que ça présuppose un postulat de base qui est que le corps enseignant soit sensibilisé à la réalité technologique. Ce qui n'est pas toujours le cas. Effectivement, ce n'est pas toujours le cas. Et ça, effectivement, j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte durant la totalité des études secondaires de mon gamin, vu qu'il vient de sortir de secondaire, où, par exemple, je ne prends que le cours de français. Chaque année, ils avaient des ouvrages à lire. Ils devaient en faire la synthèse, l'analyse, etc. Mais mon gamin, je l'ai habitué très vite, en tant que papa geek, forcément, aux réalités de la technologie. Et donc, pas dans le but de faire du forcing, mais Lucas, à 8 ans, il avait une liseuse. Truc premier de gamme, entrée de gamme, mais il a toujours été un grand lecteur, donc une liseuse est un investissement pour un gosse de cet âge-là qui était intéressant. Et ça ne s'est jamais démenti, il a eu plusieurs modèles depuis lors et il continue toujours à bouffer autant de livres. Or, je me rappelle que depuis le premier contact avec ses profs de français de secondaire, à part 2 qui ont été plus ou moins compréhensifs,
les résultats des approches pour savoir s'il pouvait lire les bouquins de l'école, puisqu'ils étaient forcément disponibles sur Amazon, et disponibles en e-book également, s'il pouvait les lire sur son Kindle ou son bouquet d'avant, bah, le résultat était « Niet, non, je ne veux pas d'iPad dans ma classe ». Mais madame, ce n'est pas un iPad, c'est une liseuse, c'est même pas connecté à Internet, on ne sait rien faire à part ça que lire. Non, c'est un appareil technologique, c'est le fruit du démon, je caricature à peine. Donc, pour que tout ce que vous dites, Xavier et toi, et qui a tout à fait du sens, puisse être remis dans un certain contexte, il faut qu'il y ait déjà une sensibilisation à l'intérêt et aux avantages de la technologie, mais également aux dangers de la technologie. Et j'ai parfois un peu l'impression, et c'est autant valable dans notre petit pays que chez nos voisins français, que beaucoup de décisions sont prises parfois sans qu'il y ait vraiment eu une éducation des personnes qui prennent ces décisions aux tenants et aux aboutissants de ce que la technologie peut avoir de positif ou de négatif. Et dans ce cas-ci précis, la suppression pure et simple de tous les smartphones, je passe les tablettes, mais de tout pure et simple des smartphones en milieu scolaire, pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'il y a manière à éduquer, il y a manière à montrer aux gosses qu'on ne sait pas parce qu'on a un smartphone qu'on doit être collé dessus du matin au soir, mais qu'on peut l'utiliser différemment. Ça fait aussi partie de ce que l'école pourrait montrer. Ça fait aussi partie de ce que l'école pourrait faire prendre conscience, pas seulement aux élèves, mais aussi à leurs parents, parce qu'il y a parfois un trop grand laisser-faire de la part des parents. Et là, l'école aurait peut-être aussi un rôle à jouer. Mais de nouveau, ce sont des situations où les décisions qui sont à la base sont parfois prises un peu trop à l'emporte-pièce, ou si pas, comme dans le cas de Macron, c'était une promesse de campagne, et les promesses de campagne, quand elles sont facilement réalisables, elles sont sacrées, et quoi qu'il advienne, que ce soit positif ou négatif, on s'en fout, il faut, parce que ce sont les seuls trucs qui vont rester le jour où on fera le bilan. Et donc voilà, c'est hélas trop souvent marqué de « je le fais en dépit du bon sens, et tant pis, après moi les mouches ». On verra évidemment les suites de cette décision, parce qu'apparemment, il y a plusieurs lectures de la loi et que finalement, ça laisserait plus de champ aux chefs d'établissement scolaire de pouvoir décréter que oui, que non, etc. Enfin, il n'y a pas d'interdiction formelle, entre guillemets, mais donc voilà, c'est une fois de plus une affaire à suivre. C'est toujours dommage de se couper d'une technologie pour des prétextes un petit peu idiots. Je pourrais comprendre qu'on interdise, par exemple, de venir avec sa tablette à la piscine. Parce que ça n'a pas, c'est pas le lieu, ou au cours de gymnastique, enfin voilà, des choses comme ça, des choses un peu cohérentes, mais aller à l'école avec son smartphone, aujourd'hui, en 2018, sans effectivement l'avoir toujours collé à son oreille ou sous les yeux pendant les cours, ça, on est d'accord, c'est pas fait pour ça, dans ce cadre-là. C'est pas fait pour ça. Mais c'est là qu'on peut l'apprendre aussi, quoi. Il faut raison garder. Je vais prendre deux petits exemples et puis on va laisser tomber le sujet, parce que sinon on peut en parler pendant des heures. Ça ne se passe pas dans l'école de Lucas, ça se passe dans une autre école. Un professeur décide que chez lui, dans sa classe, le GSM, le smartphone, n'a pas droit de citer, sous aucun prétexte. Un jour, un élève débarque en disant « Excusez-moi, madame, mais je dois garder mon smartphone parce qu'il n'est pas possible que mes parents me téléphonent pour me prévenir que je dois être à la sortie de l'école parce que ma grand-mère en a plus pour très longtemps et il est possible qu'elle meure aujourd'hui et je dois être prévenu. » L'institutrice n'a rien voulu entendre et évidemment, ce qui devait arriver est arrivé et c'est allé assez loin parce que les parents ont attaqué l'école et tout. Ça, c'est un cas où, franchement, la chose a été mal gérée. Un autre exemple où ça a été très bien géré, par contre, et ça, c'est dans une autre école, le prof demande aux élèves, simplement, quand vous entrez dans mon cours, vous déposez votre smartphone. Il y a un panier à l'entrée, vous mettez votre téléphone dedans. Moi, ça m'assure que s'il y a un problème, je sais aller voir le smartphone qui sonne et je sais le donner à l'élève. Oui, c'est ce que mais moi, ça me garantit aussi que pendant le cours, vous n'êtes pas en train d'être sur Instagram, sur Snapchat ou n'importe quoi comme merde, mais vous assistez à mon cours. Ça, c'est une intelligence. Il y a différentes... Et c'est formateur en plus, parce que ça permet aussi aux gamins de comprendre, ah bah oui, voilà, quand il y a des moments où il faut le laisser de côté, il faut le laisser sur la table à côté, une personne de confiance, en l'occurrence l'enseignant. Enfin voilà, plein de raisons. On n'a pas envie de jouer au vieux con et être trop éducatif ou quoi que ce soit, c'est pas notre but, mais c'est voilà, toutes les raisons possibles de ne pas interdire, en fait, qui peuvent émerger aussi. On peut passer à la lettre W, parce qu'on arrive déjà au terme de ce 176e épisode. C'est notre traditionnel « Oui mais non ». Et cette semaine, dans le « Oui mais non », il y a un sujet, me semble-t-il, relativement grave que nous apporte... Tragique. Ah, c'est Marc, évidemment, qui nous apporte le sujet le plus grave. C'est cette interdiction, une fois de plus,
qui a été faite par PayPal cette fois-ci. C'est fondamental. Il est interdit de mourir. C'est interdit. Il est interdit de mourir. Mourir contrevient lourdement et gravement avec, effectivement, prise de mesures de rétorsion immédiate, contrevient aux conditions d'utilisation générale de PayPal. Et en fait, on veut pour preuve un malheureux monsieur qui s'appelle Howard Durdle, dont l'épouse est décédée des suites d'un cancer. Cette news m'a fait pleurer. Et la dame avait un compte PayPal. Mais hélas, au moment de son décès, le compte PayPal de la dame présentait une balance débitrice. Donc, elle devait de l'argent à PayPal. Et quelques jours après le décès, après avoir mis sa malheureuse épouse en terre, le mari a eu la très désagréable surprise de recevoir un courrier écrit de PayPal lui disant que vous êtes en violation avec la condition 15.4 de votre accord avec PayPal Crédit à la suite de la réception de votre avis de décès. Donc, étant donné que vous êtes décédé, conformément à la condition susmentionnée, nous sommes en droit de fermer votre compte avec effet immédiat, de résilier votre contrat et de demander le remboursement du montant arriéré. Clac, vas-y, je te balance ça dans la gueule. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc, M. Durdle a quand même eu une réaction tout à fait honorable. Il s'est empressé de publier une photo du courrier sur Twitter en se demandant en gros what the beep, parce que c'était un peu n'importe quoi. Et PayPal s'est aplati en expliquant que courrier automatisé, procédure, machin, désolé, évidemment, on va bien entendu annuler la dette de madame, on s'excuse, nous sommes des humbles vermisseaux qui ne méritons pas de vivre, et la cohorte habituelle des excuses artificielles, etc. Toujours est-il que en 2018, que ce genre de truc puisse arriver est quand même vachement préoccupant. Bah, de la part mais quand même, elle aurait pu prévenir. Hein. Oui, c'est ça. Non, mais soyons clairs. Alors, on a l'impression que les erreurs administratives, elles existeront toujours. Il y a toujours eu des erreurs administratives. Mais ici, c'est une boîte privée. c'est d'autant plus énervant, quelque part. Tu vois, c'est pas une administration publique avec une cohorte de gens qui ne se parlent pas entre eux, qui font n'importe quoi. Ou, voilà, etc. Ici, c'est quand même un truc... voilà, je ne comprends pas déjà qu'il n'y ait pas de contrôle en amont des procédures. Quoi. Ce n'est même pas ça. Tu dis ce n'est pas une administration. Mais à partir du moment où tu fais intervenir un aspect administratif quelque part dans une boîte privée ou pas, tu vas d'office introduire le petit grain de sable qui fait qu'à un moment, ça va forcément foirer. Oui. Ça n'a rien à voir, le truc qui m'est arrivé, mais il y a quelques mois, le fournisseur télédistribution à OML, donc là où moi j'habite, qui était Numéricable, a décidé de mettre la clé sous la porte. En fait, ils ont été rachetés par une autre boîte. Il faut savoir que la transition a été gérée de manière... Alors, dire que c'était apocalyptique, ça aurait été gentil. Nous nous sommes ramassés des dizaines de courriers, parfois 4 ou 5 le même jour, pour nous prévenir que SFR arrêtait ses services. Donc, à la fin, on était quand même un peu au courant. Ils ont quand même réussi, malgré ça, à foirer la coupure de l'abonnement, à foirer la transmission des infos, ils ont foiré tout ce qui était possible de foirer, y compris jusqu'à la facturation, où ils nous ont facturé des frais de contrat alors que le contrat était déjà clôturé. Donc, ils ont fait absolument tout ce qui était possible. C'est de l'administratif, c'est une boîte privée. Donc, à partir du moment où tu as de l'administration dans une boîte privée, tu peux être sûr que ça va foirer à un moment. Donc, oui, c'est vrai. Mais bon, voilà, ça n'excuse rien. On est bien ça n'excuse rien, surtout pas un truc pareil, franchement. Ce genre de choses-là, il devrait y avoir un contrôle humain, et j'espère pour PayPal qu'ils vont mettre un contrôle humain dessus et qu'il n'y aura pas d'autres personnes comme ce pauvre monsieur Durdle qui va... C'est vrai qu'il y a une... Ce qui était fou ici... Oui. Pardon. Ce qui était fou ici, c'est qu'il mentionne clairement le décès, quoi. C'est mentionné, c'est pas juste un c'est ça que ou alors ils ont vraiment un système, une intelligence artificielle, appelons ça comme ça, même si c'est le terme est galvaudé, mais qui va chercher des termes, qui compose un texte sur base de différents éléments et voilà le résultat. Mais c'est quand même, on n'en est plus à, enfin, je sais pas, je suis sans voix. Et quand je suis sans voix, hein.
Il est temps de terminer le podcast. C'était le 176e épisode. J'espère que tout est enregistré sur le disque dur, les amis. Parce que, voilà, nouveau système d'enregistrement, etc. Comme je le disais au début, on aura l'occasion d'en reparler. J'espère que tout s'est bien passé. Désolé s'il y a eu des petits couacs techniques. C'est mes doigts aussi qui ont ripé sur la nouvelle interface. Mais pour le reste, le contenu, je crois, humblement, que c'était tout à fait intéressant et agréable à écouter, grâce, entre autres, à Bruno, de ce côté-ci, qu'on retrouvera très bientôt dans des hors-séries, parce qu'il y a encore des hors-séries, cet été, au mois d'août, on vous a encore concocté 2-3 petites choses qui ont déjà été enregistrées par le passé. Je tiens à le préciser, d'ailleurs, des enregistrements Coupe du Monde, où on avait encore plein d'illusions, etc. Merci également. Oui, c'est ça. Ça va, je pense que ça va, on va se faire un petit peu. Voilà, c'est pas grave. Merci à Xavier, à très bientôt. Merci à Marc également et à très bientôt. Voilà, Bruno qui démonte le studio là, de son côté. Merci, au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis une fois de plus. On se retrouve très très bientôt, évidemment, pour d'autres informations et pour d'autres épisodes des Technos. À très bientôt. Au revoir.